Bonjour, asseyez-vous. Alors aujourd'hui nous allons voir la correction du travail que vous avez fait sur la question peut-on être heureux et confiné chez soi qui nous a servi d'illustration de la leçon sur le bonheur. Alors ce que je vous propose c'est de vous donner une correction sous forme de dissertation. Même si ce n'était pas ce que je vous avais demandé puisque je vous avais demandé de répondre à cette question de manière rapide, en quelques lignes. Donc, dissertation, on va en profiter pour voir comment on peut faire une dissertation à partir d'une question comme celle-là. En introduction, nous pourrions dire: depuis plusieurs semaines, la moitié de l'humanité est confinée chez elle. Un tel événement ne peut qu'interroger la philosophie qui voudrait lui trouver un sens. Nous pouvons l'aborder d'un point de vue très quotidien, le bonheur. En effet, vivre cette situation pose forcément la question de savoir si nous pouvons vivre heureux seuls ou si nous avons absolument besoin de liens sociaux pour connaître un vrai bonheur. C'est ce que l'on sait d'ores et déjà et que les sentiments sont partagés. Ce que l'on sait déjà, c'est que les sentiments sont partagés. Alors, nous allons montrer en même temps que cette dissertation peut être faite avec l'aide des cours et pas seulement avec les idées qui nous passent par la tête. Donc, des sentiments partagés. Les uns tournent en rond, manifestement, comme vous pouvez le voir. Cela ne semble pas apprécier particulièrement le confinement. Même s'ils sont pas mal de livres à lire. Et dans l'autre sens. D'autres semblent tout à fait heureux de la situation. Nous allons donc voir d'abord pourquoi on peut être heureux pendant le confinement, puis ce qui nous manque pour être tout à fait heureux, et enfin nous chercherons une solution pour attendre des jours meilleurs. Alors pourquoi peut-on être heureux pendant le confinement? D'abord parce que nous sommes en sécurité, grâce à la société qui garantit que nous ne soyons pas isolés et livrés à nous seuls force, comme l'explique Thomas Hobbes. Dans ce texte, nous l'avons déjà vu. J'attire votre attention sur le fait qu'il explique bien que sans autre sécurité que celle dont les munissent leur propre force ou leur propre ingéniosité, les hommes seraient livrés à eux-mêmes et bientôt vivraient une vie quasi animale. Ensuite, nous pouvons être heureux parce que nous apprenons à ne pas dépendre de ce que nous ne maîtrisons pas, comme l'explique Sénèque. Dans ce texte, où il nous dit: je ne veux pas que... Après, il dit à Lucidius: je ne veux pas que te manque jamais la bonne humeur, je veux qu'elle naisse en ta maison, elle y naît à condition de se produire au-dedans de toi. Donc une certaine indépendance pour être heureux. Et le confinement, c'est une expérience de cette indépendance. Toutes les autres sortes de gaieté n'emplissent pas la poitrine, elles dérident le front, sont faibles, à moins que par hasard tu ne juges, toi, joyeux, celui qui rit. L'âme doit être alerte, confiante et dressée au-dessus de tous les événements. C'est-à-dire que pour Sénèque, évidemment, en cas de confinement, il faut savoir ne pas se distraire avec des futilités, mais et ne pas se laisser embarquer par les événements, bon, par exemple très concrètement par les actualités, garder la mesure et se vivre tout cela de manière indépendante. Crois-moi, la vraie joie est chose sévère, c'est la position de cette joie que je veux que tu sois. Elle ne sera jamais défaut. Elle ne te fera jamais défaut une fois que tu auras trouvé à quoi la demander. Évidemment, cette joie
ne dépendant plus que de moi, évidemment, elle est beaucoup plus solide que si je devais l'attendre de l'extérieur. Alors ce confinement est aussi une occasion de se ressourcer, de réfléchir, comme le dit Descartes. La vie heureuse avec ce qui ne dépend que de moi. On reprend l'idée de Sénèque en fait. Mais c'est d'un point de vue intellectuel. Je pensais que je ne pouvais mieux que d'employer toute ma vie à cultiver ma raison et m'avancer autant que je pouvais en la connaissance de la vérité. J'avais éprouvé de si extrêmes contentements depuis que j'avais commencé à me servir de cette méthode que je ne croyais pas qu'on pût trouver de plus doux en cette vie. Descartes, méditation. Donc celui qu'on a vu tourner en rond alors qu'il y avait autant de livres agacerait Descartes, puisqu'il pourrait, plutôt que de tourner en rond, lire ses livres, réfléchir et profiter de ce moment pour avancer dans la connaissance de la vérité. Là encore, un adepte de l'idée que l'on puisse être heureux malgré le confinement, et presque grâce au confinement. Ce confinement est enfin une manière d'apprendre à profiter du temps présent pourvu que l'on sache ne plus regretter le passé et ne pas attendre l'avenir sans savoir profiter de ce moment de paix, comme le propose, comme on va le voir, Sénèque ou Pascal, tandis que saint Augustin nous dit qu'il faut apprendre à se suffire de ce que l'on a. Alors Sénèque nous dit que l'on passe une grande partie de la vie s'écoule à mal faire, la plus grande à ne rien faire, la vie tout entière à faire autre chose, c'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de profiter du temps présent, ce que nous dit aussi Pascal. Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, c'est-à-dire que nous attendons toujours. Nous ne tenons jamais au présent. C'est que le présent d'ordinaire nous blesse, nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige, et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Autant c'est dire qu'on n'aime pas le présent parce qu'il nous ennuie, et quand il nous ennuie pas, on le regrette déjà. Que chacun examine sa pensée, la trouvera toujours occupée au passé et à l'avenir, donc jamais à être capable de profiter du temps présent. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est indubitable que nous ne le serons jamais. Autant dire qu'en temps de confinement, nous ne cessons d'attendre la fin du confinement plutôt que de profiter de chaque jour qui passe. Résultat, comme le dit saint Augustin, où je puis, je ne veux, où je veux, je ne puis. C'est ce que nous avions vu, l'art de ne pas être présent dans nos manières de vivre avec nos smartphones, en étant là sans être là. Et du coup, d'attendre toujours de vivre, comme le dit si bien Pascal. Alors, cependant, nous arrivons à une phrase de transition, cependant ce bonheur tranquille, pour l'atteindre, il faut quand même renoncer à nos désirs, à nos besoins de sortir librement sans rendre de compte à personne et à nos amis qu'il est interdit de retrouver. Cette vie sans désir peut-elle être heureuse? C'est ce que nous allons examiner dans une première partie, dans une deuxième partie. Le fait est que donc dans une première partie, nous voyons bien qu'il faut renoncer à notre liberté et profiter du temps présent, mais justement on finit par oublier nos désirs. Est-ce qu'on peut être heureux en oubliant nos désirs? C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie. Calliclès est de cet avis. On ne peut pas être heureux si on n'obéit pas à ses désirs. Calliclès, malgré les efforts de Socrate pour lui démontrer les vertus d'une vie sage et dont les désirs sont satisfaits, dit que ce genre de vie est comparable à celle d'une pierre et préfère une vie de plaisir. C'est un texte que nous avons déjà vu. À la fin, donc, Calliclès dit « Tu ne me convaincs pas, Socrate, car l'homme dont tu parles, celui qui a fait le plein en lui-même et en ses tonneaux, n'a plus aucun plaisir. Il a exactement le type d'existence dont je parlais tout à l'heure. Il vit comme une pierre. S'il a fait le plein, il n'éprouve plus ni joie ni peine. Au contraire, la vie de plaisir est celle où on verse et on renverse autant qu'on peut dans son tonneau. » Pour Calliclès, donc, le confinement, ça serait une vie au mieux ennuyeuse, au pire difficile à vivre. Alors, pour aller dans le sens de Calliclès, en effet, le désir est certainement un moyen de ne plus espérer dans l'avenir et se suffire de ce que l'on a, mais n'est-ce pas se priver de tout ce que peuvent nous apporter les autres, même au prix de certains risques? En effet, l'absence de désir est certainement un moyen de ne plus espérer dans l'avenir et se suffire de ce que l'on a, mais n'est-ce pas se priver de tout ce que n'est-ce pas se priver de tout ce que peuvent nous apporter les autres, même au prix de certains risques, ça on a déjà dit. Diderot explique en effet que les plus grands bonheurs, même s'ils sont simples, nous viennent de la compagnie des autres. Dans le Neveu de Rameau, on a vu ce texte aussi.
Moi, il ne m'est infiniment plus doux encore d'avoir secouru le malheureux, d'avoir terminé une affaire épineuse, donné un conseil salutaire, fait une lecture agréable, une promenade avec un homme ou une femme chère à mon cœur, passé quelques heures instructives avec mes enfants, écrit une bonne page, rempli les devoirs de mon état, dit à celle que j'aime quelque chose de tendre et douce qui amène ses bras autour de mon col. Donc, on le voit bien, des bonheurs simples, mais des bonheurs avec les autres, qui sont, pour Diderot, bien supérieurs au bonheur vécu seul. Kant ajoute qu'un homme malheureux ne pourra pas faire le bonheur des autres et que la recherche du bonheur est un acte moral essentiel. L'adversité, la douleur, la pauvreté sont de grandes tentations menant l'homme à violer son devoir, c'est-à-dire que si je suis malheureux, je n'arrive plus à faire mon devoir. L'aisance, la force, la santé et la prospérité en général qui s'opposent à cette influence peuvent donc aussi, semble-t-il, être considérées comme des fins qui sont en même temps des devoirs. Je veux dire le devoir de travailler à son propre bonheur et de ne pas s'appliquer seulement à celui d'autrui. C'est dire que quand je fais mon bonheur, je fais bientôt celui des autres, puisque en n'étant pas malheureux et même en étant heureux, eh bien je suis beaucoup plus ouvert à l'idée de faire mon devoir. Nous abordons maintenant, après avoir vu donc qu'il semble bien qu'il est bien difficile d'être heureux en temps de confinement, puisque nous sommes privés de la compagnie des autres. Dans une troisième partie, nous allons chercher une solution intermédiaire, comme il se doit, pourvu bien entendu que nous ne soyons pas touchés par la maladie de près ou de loin, auquel cas il paraît bien difficile de trouver quelque bonheur à cette situation. Nous pouvons dire que la solution, ce n'est pas de refuser de vivre le présent et de rester dans la nostalgie du passé et d'attendre de l'avenir. La solution est de vivre le présent comme une expérience unique dont nous nous souviendrons peut-être comme un moment particulier et qui sait bénéfique. Nous pouvons en profiter pour nous retrouver et prendre un temps que nous n'avons pas d'ordinaire. De plus, les réseaux sociaux nous permettent de garder le contact avec nos amis et même avec le lycée. Demain, nous retrouvons notre vie d'avant et nos amis. Donc oui, le confinement peut être un moment heureux, pourvu que nous sachions être vertueux, c'est-à-dire réfléchir sagement et tranquillement au fait que ces journées, comme toutes les journées de notre vie, ne reviendront pas et qu'il faut savoir profiter de ce que l'on a. Donc demain est une promesse, mais savoir profiter dès aujourd'hui des bonheurs que l'on a est important et nous apporte une solution en ces temps de confinement. Et l'avenir, c'est donc demain, et comme le dit la reine d'Angleterre, écoutons-la. À tous. Nous devons être réconfortés par le fait que, bien sûr, il reste encore beaucoup à subir, mais les beaux jours vont revenir à nouveau. Nous serons avec nos amis, nous serons avec notre famille. Maintenant, je tiens à remercier chacun d'entre vous et lui souhaiter le meilleur. Voici donc une belle conclusion grâce à la reine d'Angleterre. Alors n'oubliez pas d'aller voir aussi le fichier de vos réponses surprenantes. Elles sont très intéressantes et je me suis largement inspiré d'elles pour faire cette dissertation. À bientôt.